Commençons avec une petite expérience de pensée. Imaginons un instant une situation un peu absurde. On observe deux équipes sportives rivales, Mhm. leurs supporters se détestent ouvertement, ils s'affrontent violemment dans les tribunes, et sur le terrain, les joueurs semblent se livrer une guerre sans merci. Ouais, une opposition totale. C'est ça, presque existentielle. Et puis, en fouillant un peu les dossiers, on découvre un secret bien gardé en coulisses. Ces deux équipes appartiennent en réalité au même groupe financier. Ah oui, le fameux twist. Voilà, elles partagent très exactement la même stratégie de rentabilité, et en fait, leurs prétendus différences idéologiques ne servent finalement qu'à vendre plus de produits dérivés. L'image est cruelle, mais c'est vraiment la métaphore parfaite pour aborder la thèse centrale de notre exploration d'aujourd'hui. Je suis ravie d'en parler. Moi aussi. C'est une plongée dans une pensée qui a le don de bousculer pas mal de certitudes. On va analyser aujourd'hui les idées du philosophe français Jean-Claude Michéa. Tout à fait. Et plus particulièrement à travers son essai « Le loup dans la bergerie, droit, libéralisme et vie commune » qui est sorti en 2018. En gros, c'est basé sur une conférence qu'il a donnée en 2015 devant le syndicat des avocats de France, avec pas mal de notes supplémentaires. Les fameuses colis qu'il adore ajouter, oui. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'examiner une idée qui donne un peu le vertige. Comment l'idéologie des droits individuels, souvent portée par la gauche politique et les luttes dites sociétales, aurait involontairement ouvert grand la porte au capitalisme financier le plus sauvage. Le loup de Wall Street, invité en plein cœur de la bergerie sociale, en somme. C'est joliment dit. Alors, avant d'aller plus loin, il faut absolument faire une mise au point pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est indispensable. Le contenu de cet essai est très politique. Michéa renvoie dos à dos les idéologies dominantes, il critique la gauche qui aurait abandonné la lutte des classes et la droite capitaliste qui détruirait les solidarités. Donc notre but ici n'est de prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Absolument pas. On ne fait ni la promotion ni la critique de ces idées. On va simplement démonter la mécanique de cette réflexion de façon impartiale pour comprendre l'argumentation de l'auteur. Et c'est un exercice de logique pure vraiment fascinant. Comment le progressisme culturel finit par nourrir le libéralisme économique. Mais pour comprendre cette alliance inattendue, il faut paradoxalement remonter très loin en arrière. Jusqu'où ça? Eh bien, Michéas s'appuie sur des historiens comme Reinhard Koselleck pour situer la racine du libéralisme moderne dans les effroyables guerres civiles de religion des XVIe et XVIIe siècles en Europe. D'accord. Donc on parle d'un traumatisme fondateur. Mais pourquoi ces guerres spécifiques seraient à l'origine de notre système économique et juridique d'aujourd'hui? Je veux dire, des guerres, il y en a toujours eu. C'est vrai, mais une guerre de religion, ce n'est pas une guerre classique entre deux nations pour un bout de territoire. C'est une guerre de l'intime. Mhm, mhm. Elle détruit la société de l'intérieur. Elle dresse le voisin contre le voisin, tout ça justifié par des croyances absolues, par une vision radicale de ce qui est le bien. Ah, je vois. Face à ce massacre généralisé, les penseurs de l'époque se sont retrouvés face à une question de survie immédiate. Comment empêcher les hommes de s'entretuer au nom de leur morale ou de leur religion? Donc il fallait trouver un arbitre qui ne soit pas impliqué dans toutes ces querelles théologiques. C'est exactement la naissance de l'État libéral. Pour ramener la paix, on a inventé un État dit neutre. Un État qui renonce totalement à dicter à ses citoyens comment vivre ou à imposer une vision morale. Son seul rôle, c'est de garantir la paix civile. D'accord. Et ça, c'est le grand renversement de Thomas Hobbes. Avant, avec Aristote, on pensait que l'humain était naturellement fait pour vivre en société. Hobbes, lui, postule que l'homme est un loup pour l'homme, un être égoïste. Ce qui veut dire que la société n'est plus un groupe naturel, c'est juste un rassemblement d'individus méfiants qui signent un pacte de non-agression. C'est tout à fait ça. Bon, décortiquons un peu tout ça. J'essaie de me représenter la chose. Le droit, autrefois, ça servait de boussole. Ça indiquait une vertu à atteindre. Avec cette nouvelle neutralité, le droit libéral devient plutôt un code de la route. Ah oui, très bonne analogie. Son seul but est d'éviter que ma voiture ne percute la vôtre au croisement. Il met des feux rouges, des stops, mais l'État qui rédige ce code s'interdit formellement de me dire quelle destination je dois prendre. C'est le principe même. Sauf que, et c'est là ma question, si l'État ne propose plus aucune destination commune, que reste-t-il de la culture partagée? Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est qu'il n'en reste presque rien. Puisque l'État refuse de se mêler des valeurs, toutes les convictions religieuses ou morales sont privatisées. Sur le plan public, on passe du gouvernement des hommes à la simple administration des choses. La simple administration des choses, ça sonne très froid.
C'est l'avènement de ce qu'il appelle une société cybernétique. C'est un système géré par des experts, un peu comme une machine. On régule les flux, mais on ne débat plus du bien ou du mal. L'individu précède la société. Mais attendez, sur le papier, cette neutralité, c'est plutôt une bonne chose, non? Ça permet la tolérance, de vivre ensemble sans s'entretuer. Pourquoi est-ce que l'auteur y voit un tel danger? La tolérance initiale, c'était vraiment une question de survie. Mais le problème apparaît quand cette neutralité absolue rencontre l'économie de marché. Ah. Si la société ne jure que par le droit pour gérer les conflits individuels, on bascule dans une dynamique d'inflation incontrôlable des revendications. Alors là, il faut qu'on s'arrête une seconde. La définition libérale classique de la liberté, celle de 1789, c'est pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ça paraît indépassable comme principe de bon sens. Sauf que Michéa souligne que dans un monde capitaliste moderne, ce principe devient inapplicable. Inapplicable. Pourquoi? Parce que, et là il s'appuie sur la pensée de Marx, le capitalisme a besoin de détruire et de déconstruire en permanence toutes les valeurs traditionnelles pour créer de nouveaux marchés. Ouais. Et dans cette course, la notion même de ce qui nuit à autrui devient extrêmement élastique. Bientôt, le moindre comportement est revendiqué comme un droit absolu au nom de son propre corps ou de son ressenti. Et si on tente d'y mettre une limite? Toute tentative de limitation au nom de la morale est perçue comme une phobie ou une discrimination. Ce qui amène à des situations juridiques absurdes, non? Le texte mentionne l'affaire Rachel Dolezal aux États-Unis. Tout à fait. Cette femme blanche qui revendiquait le droit légal d'être considérée comme noire, simplement parce que c'était son ressenti intime. C'est fou! Et la justice finit par devoir statuer sur des fantasmes, choisir son âge, son sexe, sa race. Le résultat, ce n'est pas l'harmonie, c'est une guerre de tous contre tous, par avocat interposé. Ça me fait penser à une copropriété. Imaginons un immeuble. Tant qu'il n'y a pas de problème, les gens s'arrangent à l'amiable. Mais si un seul voisin décide d'utiliser le droit strict, genre rappeler un huissier pour un paillasson qui dépasse de 2 cm, L'enfer commence. exactement. Tout l'immeuble devient un champ de bataille juridique. Plus personne ne se parle, tout le monde prend un avocat. Mais en quoi cette accumulation de droits individuels est-elle une illusion? Un droit, ça protège, non? C'est ce que l'auteur appelle, avec Marx et Engels, l'illusion juridique. Sur le papier, un contrat entre deux individus les rend libres et égaux. Mais ce droit libéral a un énorme angle mort. Lequel? Il occulte totalement la réalité économique et la violence des rapports de classe. Il ne voit qu'un accord privé et s'interdit le moindre débat philosophique sur le bien fondé moral de l'action en elle-même. C'est vrai que si on réduit tous les problèmes de société à des questions de droits individuels, on ne parle plus jamais du bien commun. Exactement. Et pour illustrer comment un droit apparemment libérateur peut détruire la vie publique, Michéa prend un exemple très concret. L'ouverture des magasins le dimanche. Le travail dominical. Du point de vue strictement libéral, c'est juste un contrat privé entre un employé consentant et un employeur. Ça ne regarde personne d'autre. Voilà. Sauf que, dès que le dimanche devient un jour ouvré comme un autre, ce que l'auteur appelle un manchédi, les rythmes collectifs s'effondrent. Il devient impossible pour les familles ou les clubs sportifs de se synchroniser. Le salaire du dimanche finit par s'aligner sur celui de la semaine. Et ce choix privé impose en réalité un nouveau mode de vie contraignant à la majorité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est comme la métaphore du concert. Ah oui, allez-y. On imagine un spectateur dans les gradins. Il voit mal, alors il décide d'utiliser son droit individuel pour se lever. C'est son droit. Bien sûr. Obligé de se lever pour voir aussi. Et au final, personne ne voit mieux et tout le monde a mal aux jambes. Est-ce que c'est ça que l'auteur entend par l'atomisation de la société? Si on relie cela à une perspective plus large, c'est exactement la thèse du livre. En supprimant ce qui relève de la vie commune, de ce que George Orwell appelait la décence commune, Des solidarités de base, quoi. c'était ça. Le libéralisme transforme les individus en monades isolées, des atomes. Et le paradoxe est là. Les libertés individuelles s'étendent sur le papier, mais notre autonomie réelle, notre capacité à faire société face au système économique mondialisé s'effondre. Ce qui nous amène à une question un peu glaçante. Si les citoyens n'ont plus de repères moraux communs, plus de temps commun, et vivent dans une mutuelle indifférence, qu'est-ce qui maintient encore la société ensemble? Eh bien, la réponse, c'est l'économie, Juste ça. le marché. Michéa cite Voltaire sur ce point, c'est brillant. Quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. C'est cynique, mais tellement vrai. Le libéralisme culturel qui enferme les gens dans leur bulle privée a absolument besoin du libéralisme économique pour fonctionner. Le marché est le seul lien social qui s'accommode de la neutralité absolue.
Ouais, comme le disait Milton Friedman, le système des prix permet à des millions de personnes de coopérer sans avoir besoin de s'aimer ni même de se parler. Tout à fait. Et l'aboutissement de ça, c'est le commerce en ligne. L'essai mentionne les fortunes délirantes d'un Jeff Bezos avec Amazon. C'est l'élimination totale du face-à-face. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Parce qu'on imagine souvent le grand capitalisme sous les traits d'un vieux banquier, très conservateur, très à cheval sur les traditions. C'est l'erreur classique. Mais là, le texte décrit le capitalisme comme une force révolutionnaire, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord et c'est le point culminant de l'essai. Marx lui-même disait que le capitalisme ne connaît aucune limite, ni morale ni naturelle. C'est un système qui doit détruire le vieux monde pour croître. Il y a cette phrase choc dans l'analyse, la littérature est morte, vive le smartphone. Exactement. C'est pour ça que, selon Michéa, l'avant-garde du capitalisme mondialisé n'est pas le conservatisme. C'est qui alors? C'est la gauche libérale et culturelle, c'est elle qui déblaye le terrain de toutes les coutumes, de tous les tabous, pour laisser place au marché absolu. En réclamant la dérégulation des mœurs, on prépare la dérégulation économique. C'est vraiment une inversion totale de nos grilles de lecture traditionnelles. Ça donne le vertige, hein? Totalement. Notre exploration touche à sa fin, mais ça nous rappelle que le progrès humain ne se résume pas forcément à l'accumulation de droits individuels. Surtout si ça signifie vendre notre capacité à vivre ensemble aux géants de la Silicon Valley ou de Wall Street. La question de la vie commune nous concerne tous, tous les jours, face à l'hyperconnexion, au rythme de travail délirant ou à la perte des solidarités de voisinage. Bah oui, c'est clair. Et pour conclure, cette analyse nous laisse avec une pensée vraiment provocatrice à méditer. Allez-y. Si l'ajout perpétuel de nouveaux droits individuels ne fait que créer de nouveaux marchés à exploiter par le capitalisme, est-ce que l'acte le plus radical et le plus subversif au XXIe siècle, ce ne serait pas, finalement, de choisir volontairement l'autolimitation? Oh waouh, c'est puissant. Imaginez une société qui mesurerait son niveau de liberté non pas par le nombre infini de choix de consommation offerts à l'individu, mais par sa capacité collective à dire « non, nous en avons assez, nous n'irons pas plus loin ». C'est une magnifique réflexion sur laquelle laisser ceux qui nous écoutent. Absolument. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse complexe et on vous laisse y réfléchir.